Chers amis, bonjour à tous. Euh, Au fond, que nous arrive-t-il? En orchestrant la fusion des libéraux, Macron n'a pas seulement gagné l'élection présidentielle, il a perturbé l'ensemble du champ politique tel que nous le connaissions depuis des décennies. Mais il faut inverser l'affaire parce que si ça nous perturbe dans le champ politique traditionnel, entre guillemets, depuis un an, nous lui devons en réalité une fière chandelle. Car il a débarrassé une partie de la gauche de ses faussaires, en attirant à lui toutes celles et tous ceux qui, à droite comme à gauche, étaient de fait sur la même ligne depuis très longtemps, mais qui faisaient semblant dans le jeu traditionnel. Il a libéré, en fait, et permis de clarifier, de rendre lisible ce qui, pour beaucoup de nos concitoyens, ne l'était plus. C'est au fond la thèse d'un livre que je vous encourage à lire. J'aurais voulu développer davantage, mais je ne prendrai pas le temps. C'est celui de l'universitaire d'Harvard qui s'appelle Raoui Abdelal. Alors, je dois en parler à peu près dans une intervention sur deux, mais c'est parce que je le pense vraiment très, très important. Il explique, sans intérêt immédiat évident, comment la social-démocratie française a joué un rôle décisif dans la dérégulation de l'économie mondiale et dans la déréglementation, en particulier des marchés de capitaux. Il donne des noms, des faits, donc je vous invite à lire le Consensus de Paris, c'est le chapitre 3 de son livre, on le trouve en PDF sur Internet. Aujourd'hui, voilà. Et aujourd'hui, le paysage politique est divisé, à mon sens, en trois grands segments, parce que je veux vous parler un peu de stratégie et de sociologie très rapidement. Le premier segment, c'est la droite réactionnaire, identitaire et conservatrice, de la famille Le Pen au patron des Républicains. En choisissant d'ailleurs de durcir la ligne à droite, Wauquiez n'innove pas vraiment. Cette pente, elle existe depuis très longtemps. Elle existait d'ailleurs déjà en 1936, lorsque la droite française criait plutôt Hitler que le Front populaire. Mais ce phénomène de glissement que l'on voit en France, j'observe que nous le voyons également dans les autres droites européennes. Ce n'est pas un phénomène franco-français, j'y reviendrai. Ensuite, il y a le bloc central, qui est en réalité à peine centriste. Je veux bien sûr parler du pôle libéral du président de la République. Il y a là aussi une contrefaçon. Le locataire de l'Élysée essaie de nous faire passer pour modernes des politiques qui ont plus de 40 ans, le cas échéant en appuyant sur l'accélérateur. Il y a des subtilités, des innovations sans doute, mais le fond de la matrice, j'attends qu'on me démontre la rupture dont il s'est prévalu pendant l'ensemble de l'élection présidentielle. Le troisième élément, la troisième entité, c'est évidemment la gauche. Mais c'est une force singulièrement éparpillée, façon puzzle, comme disait Audiard, entre deux pôles essentiels, dirons-nous. D'un côté, un parti socialiste sorti KO du combat de 2017 comme un boxeur qui n'a même pas eu l'occasion d'entendre la sonnette de la fin du premier round. Non, mais je dis ça sans aucune satisfaction, hein, qu'on soit bien clair. La tentation qui existe, on la connaît. Elle existe depuis un an. C'est de concentrer les critiques sur les carences du mandat de François Hollande. Mais c'est une erreur et même une faute grave. C'est une paresse de la pensée que de dire cela. On a tous, sans doute ici, des raisons objectives d'en vouloir à la façon dont François Hollande a conduit son mandat. Mais le sujet politique central n'est pas de désigner des coupables et des responsables, surtout lorsqu'ils sont venus en fait parachever un glissement beaucoup plus lointain. Et la question centrale à laquelle toute la gauche, pas seulement le Parti socialiste, doit prendre la responsabilité de s'atteler, c'est de comprendre ce glissement qui a maintenant plusieurs décennies. Et puis, je souligne également que ce n'est pas un phénomène franco-français non plus. Toute la social-démocratie est en train de s'effondrer sous nos yeux en Europe. Je dirais même une chose plus vaste. L'idée de progrès elle-même, dans le monde entier, regardez ce qui existait dans les pays du monde arabe il y a 30 ou 40 ans, avec des gauches laïques, où sont-elles? Regardez ce qui se passe dans le Parti démocrate en Amérique du Nord. Regardez l'expérience chaviste et la façon dont elle est en train de s'effondrer, là aussi, sur le continent sud-américain. Regardez comment des traditions en Afrique, je pense à Lumumba, Sékou Touré, que reste-t-il aujourd'hui des présidents qui sont à la solde du marché?
Donc, c'est l'idée même de progrès et des mouvements progressistes à l'échelle mondiale qui sont aujourd'hui percutés par le phénomène de la mondialisation, et c'est à ça que nous devons collectivement réfléchir. Alors, de l'autre côté, il y a les insoumis qui assument une fonction tribunicienne du front du refus. La campagne de leur candidat a eu 2 effets bénéfiques pour toute la gauche. D'abord, il a réussi à faire turbuler le système lorsque d'autres ont échoué. Non, mais je le prends pour nous. Évidemment, il a fait bouger le curseur. Et puis le deuxième effet positif, c'est d'avoir maintenu, avec un style parfois tonitruant, la résistance sans ambiguïté face à Macron. Ça n'a pas toujours été le cas depuis un an à gauche. Les choses semblent évoluer. Entre ces deux pôles, il existe des familles en recomposition, parfois en décomposition. Dans ce paysage-là, je crois que nous avons une mission particulière. C'est le sens politique de notre initiative. Promouvoir l'impérieuse nécessité de l'union. Mais je veux le dire ici, sans subtilité aucune. Ceux qui font la fine bouche, ceux qui jouent la pureté du combat, il y en a dans les 2 pôles dont j'ai parlé. Ceux qui entretiennent le sectarisme, ceux qui trient, qui filtrent, qui font des bûchers, qui excommunient, tout cela, en réalité, ne font qu'une seule chose. Ils condamnent le peuple à une purge libérale qui durera des décennies. Que restera-t-il ensuite de notre contrat social? Que restera-t-il? Une république sous-traitante des GAFA? Alors oui, l'idée c'est d'imposer une stratégie d'union de la gauche, parce que sinon il n'y aura plus rien, partout en Europe, partout dans le monde. Les idées progressistes ou humanistes sont menacées, je l'ai dit. À l'évidence, il ne s'agit pas non plus, dans mon esprit, de célébrer la messe du rassemblement pour le rassemblement. Nous devrons trouver ensemble la recette d'un alliage solide, plus que des alliances de circonstances. Ce réformisme conséquent auquel j'appelle maintenant réformisme lucide, conscient, déterminé, doit se donner pour ambition d'être, dans un premier temps, le point de rencontre de la gauche qui vient, le lieu du débat, c'est une ambition raisonnable, d'un débat exigeant et ouvert, le lieu où on pourra construire une matrice idéologique qui pourra se mettre au service de la synthèse politique qui viendra le jour venu avec l'Union, parce que je suis convaincu qu'elle viendra. Mais c'est à nous aujourd'hui d'y travailler, parce que je crois que nous avons une histoire commune, mais aussi des éléments dans notre approche de la pensée politique qui seront tout à fait utiles. Il ne s'agit pas d'être un club de pensée, ni une société d'émulation, comme on disait au XIXe siècle, bien que ce soit joli, la société d'émulation. Nous devons affirmer nos thèses et aller vers les citoyens. Je terminerai sur ce point, aller vers quels citoyens? Vers tous les citoyens, bien sûr, mais avec une priorité. Alors oui, ça a été dit et redit, mais il serait sans doute utile et nécessaire qu'on l'assume entièrement à gauche, y compris dans toutes ses implications. La reconquête des classes populaires, c'est bien sûr de ça dont je veux parler. Je souhaite qu'on s'entende, parce que les classes populaires, ce n'est pas seulement une définition économique. Moi, j'en ai une définition simple. Les classes populaires, c'est celles qui ne peuvent pas penser au-delà du lendemain et qui n'ont pas vraiment de chez soi. Il y a toute la question du logement. C'est la question de la relation à l'espace et au temps. Les classes moyennes, eux, peuvent voir plus loin. Les citoyens modestes, de ce point-là, alors j'insiste sur ce point. La condition de survie politique des libéraux et de la droite réactionnaire, c'est une organisation sociale qui divise la communauté nationale, qui organise l'affrontement social entre ceux qui ont pourtant les mêmes intérêts. Et je veux insister sur ce point-là. Il y a, aujourd'hui, je vois 2 grandes lignes de fracture dans le corps social. La première, elle est économique, évidemment, essentiellement construite par les libéraux. C'est l'affrontement entre les assistés et les assistants. Quelqu'un en a parlé lors de la première table ronde cet après-midi, qui est savamment entretenu par le discours global, entre ceux qui travaillent, produisent, cotisent, et ceux qui vivent de la solidarité nationale. Entre, non pas les premiers de cordée, parce qu'eux, ils sont tout de suite au-dessus, entre les deuxièmes de cordée et le reste de la cordée. On vit dans un monde où ceux qui gagnent 100 000 € par mois expliquent à ceux qui gagnent 3 000 € par mois que le système échoue à cause de ceux qui perçoivent le RSA. Donc ça, c'est la première fracture, et il est fondamental que la gauche attaque ce sujet-là. Voilà. La deuxième fracture, elle est géographique et sociale, ça a été dit dans la table ronde précédente, l'affrontement organisé par la mécanique des identitaires entre eux, dans les Frances périphériques, est en train de tuer la communauté nationale. Donc, et il faut, là-dessus, et je pense que nous sommes les seuls à gauche à pouvoir assumer ce discours,
être dans un discours qui soit naturellement impeccable sur les principes, mais résolument offensif. Notre mission consiste à rassembler toutes celles et tous ceux qui sont victimes objectives de la mondialisation. Les périphériques, qu'ils soient dans les banlieues immédiates des métropoles ou dans les banlieues plus lointaines des provinces. C'est à cette France-là que nous devrons parler. Elle est orpheline aujourd'hui, dépourvue de perspectives politiques sérieuses, abandonnée au FN d'un côté ou aux intégristes de l'autre, abandonnée au dogme des libéraux qui consiste pour l'essentiel à culpabiliser ceux qui se lèvent pour gagner peu et ceux qui n'ont pas la chance de se lever pour gagner peu. J'en parle venu d'un territoire, et je terminerai sur ce point, le territoire de Belfort, où François Mitterrand faisait 65% au deuxième tour de l'élection présidentielle en 88, et où le Front National a fait 40% lors de la dernière élection régionale. C'est le premier département industriel en France, et j'ai vu opérer ce glissement. Cette population dont je parle, ce ne sont pas des gens qui sont devenus fachos, ce sont des gens auxquels la gauche a décidé de ne plus parler et auxquels nous devons, dans l'urgence, parler. Je vous remercie.